Et donc, me voici de nouveau pour conclure presque, enfin, la pré-conclusion, avec Alain Lacabarat, qui est membre du collège délibérant de la CIVS et président de chambre honoraire à la Cour de cassation, si c'est bien ça, et David Zivie, qu'on ne présente plus, dont on a parlé toute la journée, mais qui est donc chef de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et on s'est dit en préparant donc cette journée avec Viviane, Claire, Elsa et David que on aimerait finir sur quelque chose qui ouvre un peu les discussions, mais aussi des réflexions futures sur ces séquestres dont on a parlé toute la journée. Et merci d'être encore là avec nous, aussi en visio, j'imagine. Et donc se poser la question de savoir si les séquestres, et notamment donc ceux du 23 juillet 1940, enfin, à la suite de la loi du 23 juillet 1940, constituent une spoliation ou non, et comment c'est pris en compte aujourd'hui par les institutions, parce que comme ça a été rappelé par Elisabeth Campbell et aussi tout au long de la journée, il y a énormément de recherches qui sont faites aujourd'hui pour donc restituer les biens issus de spoliation, qui sont donc soit les biens MNR issus de spoliation ou les biens des collections publiques dont on découvre qu'ils sont issus de spoliation, et notamment avec des lois récentes que je laisserai les intervenants présenter, des recherches donc proactives. Et donc, comme l'a indiqué Viviane Meschy, à la suite de la découverte de ces 22 porcelaines au musée de céramique de Sèvres, il y a un dossier qui a été transmis auprès de la CIVS pour éventuellement restituer ces objets aux ayants droit d'Henri de Rothschild. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est donc de poser des questions, et on s'est dit autour de 3 blocs, donc les spécificités du séquestre de Vichy, aujourd'hui comment on peut qualifier cette notion pour recommander ou non une restitution, et ensuite revenir sur la question qui nous a beaucoup occupé cet après-midi sur l'intentionnalité des acteurs. Et ça sera une table ronde où il faudra juste écouter les gens, parce qu'il n'y a pas de présentation, pas d'image. Donc, ma première question... Comment ? On pourra en faire après, pour une éventuelle publication. Donc ma première question, c'est pour vous, monsieur Lacabarat, c'est au sujet des spécificités, mieux comprendre en tout cas ce qui fait la spécificité du séquestre issu de la loi du 23 juillet 1940, parce que parmi les intervenants, personne n'était juriste, et donc peut-être mieux comprendre en quoi... si déjà c'est une forme de séquestre spécifique selon vous, et si oui, en quoi ? Merci beaucoup. Oui, c'est pas très marrant de faire du droit, hein. Et puis en plus, faire du droit sans comprendre le contexte historique, ça ne sert pas à grand-chose, et c'est particulièrement vrai pour le séquestre de la loi du 23 juillet 1940. Je rappelle simplement la chronologie d'échéance de nationalité en application de la loi de juillet 40, ordonnance d'un juge qui ordonne la mise sous séquestre des biens de la personne déchue de la nationalité française, suivie d'une vente dans les 6 mois, d'une vente ou d'une préemption. Dans les 6 mois de la mise sous séquestre, toujours par décision du président du tribunal civil, disait le texte à l'époque. Alors, on pourrait répondre très simplement, dans la mesure où, en 1949, pour un autre type de séquestre,
la Cour de cassation a dit que la mise sous séquestre n'est pas une spoliation, c'est une mesure conservatoire. Ça a été dit expressément pour un autre type de séquestre par une décision de la Cour de cassation rendue le 15 février 1949. Le séquestre, c'est une mesure conservatoire qui ne peut être qualifiée de spoliation. Et ça, vous l'avez expliqué ce matin. En soi, la mise sous séquestre, c'est une mesure d'attente quand un bien fait l'objet la propriété d'un bien fait l'objet d'une contestation entre deux personnes. Eh bien, pour éviter que le bien disparaisse, ça vaut évidemment surtout pour les biens de nature mobilière, pour éviter que le bien disparaisse, on le place sous séquestre jusqu'à ce que le litige soit tranché par le juge compétent. Voilà, ça c'est le séquestre que je qualifierais de droit commun, vous l'avez rappelé, prévu tout simplement par le code civil. Et donc la mise sous séquestre en elle-même, normalement, n'entraîne pas privation de propriété. La privation de propriété n'intervient qu'avec soit la préemption, soit la vente ultérieure. Et on trouve d'ailleurs un arrêt rendu en 1946 par la Cour d'appel de Paris qui décrit bien ce mécanisme. La mise sous séquestre en elle-même est neutre au point de vue de la propriété. C'est la vente qui caractérise la spoliation. Et dans cette affaire, en 1946, les propriétaires ont pu agir en annulation de la vente sur le fondement de l'ordonnance du 21 avril 1945, dont on reparlera peut-être. Bon, donc juridiquement, c'est clair. La mise sous séquestre est une mesure purement conservatoire, ce n'est pas une spoliation. Bien. Alors, et c'est pour ça qu'il est important de reprendre l'histoire, c'est qu'en réalité, on a affaire ici à un séquestre assez particulier. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a déplacement. On l'a vu pour Montauban, les biens sont transférés ailleurs. Bon, ce n'est pas particulièrement caractéristique parce que ça peut aussi se produire en droit commun. Par exemple, un bien fait l'objet d'une contestation, la propriété d'un bien fait l'objet d'une contestation entre deux personnes, eh bien, on confie le bien à un commissaire de justice, ce qu'on appelait avant l'huissier de justice, qui va conserver le bien jusqu'à ce que la question de la propriété soit tranchée. Donc cette première caractéristique n'est pas encore particulièrement topique. Mais il faut voir les autres, parce qu'on trouve un jugement de 1943, rendu par un tribunal civil, qui dit ceci: les propriétaires des biens séquestrés ne peuvent pas demander la mainlevée du séquestre. Alors ça, aujourd'hui, c'est complètement contraire aux règles fondamentales. Le propriétaire peut toujours revendiquer la mainlevée du séquestre. Eh bien, en 1943, ce tribunal a dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui peut demander la mainlevée du séquestre. Alors, je ne suis pas persuadé, mais avec ma vision d'aujourd'hui, par la pertinence du raisonnement qui avait été tenu à l'époque. Peut-être qu'il faut se situer dans le contexte de l'époque pour bien comprendre le raisonnement de la juridiction. Mais l'idée, c'était la suivante. Puisque le séquestre est prononcé après la déchéance de nationalité à la requête du procureur de la République, eh bien, il n'y a que le procureur qui peut demander la main levée. Donc, les principaux intéressés, les propriétaires, ne pouvaient pas, d'après ce jugement, demander la main levée. Alors déjà, il y a quand même un problème. Et puis alors, je dirais que ce qui caractérise vraiment ce séquestre par rapport au séquestre de droit commun, c'est ce qui résulte d'une autre décision rendue cette fois par la Cour d'appel de Paris en 1942. La question était de savoir si quelqu'un, je pense dans cette affaire, en l'espèce c'était les propriétaires des biens mis sous séquestre, pouvait demander un sursis à la vente. Je vous ai dit tout à l'heure, pour commencer, que la vente, d'après le texte, doit avoir lieu dans les 6 mois. Est-ce que le propriétaire
peut demander le sursis à la vente. Réponse de la Cour d'appel, non. En disant ceci, un juge n'a pas le pouvoir d'entraver l'exécution de l'acte de la puissance publique qui, en prononçant la déchéance de la nationalité française, a conséquemment ordonné la liquidation des biens de la personne déchue. Donc, si vous faites la combinaison du tout, vous avez la dépossession initiale par la mise sous séquestre. Vous avez l'impossibilité pour la personne de demander la mainlevée du séquestre et vous avez l'impossibilité pour la même personne de demander qu'il soit sursis à la vente. En réalité, ma position consiste à dire que le séquestre est une véritable confiscation dans ce cas particulier. Merci beaucoup. David, est-ce que tu souhaiterais rebondir là-dessus? Et moi, j'aurais une question par rapport à ce qu'on a entendu sur les recherches qui ont été faites par Viviane dans le cadre de la préparation de cette exposition, aussi d'un autre dossier dont on va parler un peu plus tard, qui est passé à la CIVS, d'un autre séquestre. Comment ces cas de séquestre et ces réflexions autour de vraiment la spécificité du cas du séquestre du 23 juillet 1940, ça peut faire évoluer la façon dont toi, ton service, mais aussi peut-être plus généralement dans les musées et dans la CIVS, ça peut faire évoluer la compréhension de la spoliation, en tout cas de ce qu'est une spoliation. Merci. Merci. Alors, et merci pour cet exposé sur le droit. C'est sûr que donc, nous, on recherche les biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, et c'est assez vague, il n'y a pas plus de définition que cela. Et d'ailleurs, je parle un instant de la loi du 22 juillet 2023 de restitution des biens découverts spoliés dans les collections publiques. On a le terme spoliation sans plus de définition dans la loi. Il y a des définitions dans les éléments, dans les documents annexes. Et donc, on a une vision assez large dans la suite de ce qui se fait depuis un certain nombre d'années, où on a sans doute peu à peu, enfin pas sans doute, on a élargi la notion de spoliation. On pensait plutôt pillage, saisie par l'ERR, arianisation par les Allemands ou par Vichy. Et puis, on prend d'autres faits que l'on englobe peu à peu dans la spoliation. Et on reparlera aussi des relations sans doute entre la mission, le ministère de la Culture plus largement, et la commission, la CIVS. C'est aussi la commission qui tranche des situations. Mais nous avons une première analyse. Et alors, c'est vrai que quand on en a parlé, quand Viviane Meski nous en a parlé, c'était évidemment très nouveau, puisque cette question des séquestres, on l'a beaucoup dit, n'est pas bien connue. C'est une forme méconnue de spoliation. Et heureusement aussi, c'est le premier cas, on espère le dernier. Enfin, s'il y a des choses à trouver, on espère qu'on les trouvera, mais a priori, c'est le dernier cas d'objet, mais peut-être pas, à retrouver dans les collections publiques. Donc, on n'avait pas tellement l'habitude. Et en même temps, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Et on en reparlera peut-être. Ça nous paraissait assez naturel, sans avoir fait l'analyse fine que vient de faire M. Lacamarade, qu'on se trouvait dans ce champ qui a été étendu, je le disais, du pillage à la question des différentes ventes. On n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, tout le monde sait maintenant qu'on considère de plus en plus un certain nombre de ventes comme des ventes forcées. On a un cas récent, Grégoire Schusterman, qu'on a aperçu tout à l'heure, qui est un marchand qui vend des biens, et même un marchand est contraint de vendre pour aller se mettre en sécurité. Et puis, il y a cette grande notion que beaucoup connaissent ici, la notion des biens de fuite, où même quand on vend à Paris, en tout cas, le ministère de la Culture a restitué il y a quelques années, avant la création de la mission, des œuvres MNR qui étaient vendues à Paris en 1938 par la famille Bromberg sur le chemin de l'exil, donc ils n'étaient pas menacés à Paris, mais c'était la suite de persécutions en Allemagne. Donc il y a une vision plus large, on élargit et on se pose la question. Ensuite, là, il y aurait une autre question qui ne se pose pas ici, mais qui est la question un peu plutôt de la cible, et on va peut-être y revenir. C'est-à-dire que la loi ne vise pas les Juifs, et tu l'as dit ce matin, elle est appliquée
6 septembre, je crois, 1940, pour la première fois, pour, je vais vérifier, 14 personnes, 9 personnes juives, Rothschild, 5 ou 6 membres de la famille Rothschild, David Weil, Édouard Jonas, et puis 4 journalistes qui sont déjà des opposants au régime de Vichy. Et la question, ce sera aussi, est-ce que cela change quelque chose, la personne qui a été, dont les biens ont été mis sous séquestre. Ça change certainement quelque chose, mais on va peut-être continuer à en discuter pour la CIVS, puisque la commission est compétente pour les spoliations antisémites. Et nous, au ministère de la Culture, nous travaillons sur l'ensemble des types de spoliations, y compris des pillages de guerre, pour rester dans le cas de Versailles, parce que c'est un cas public, pardon pour les collègues, mais enfin pas pardon, c'est pas votre faute. On a beaucoup parlé il y a quelques mois d'un carnet d'esquisses de David, qui a été acheté par le château de Versailles en 51, qui a été pillé dans une maison dans le Morvan en 40. Et voilà, comment est-ce que c'est une spoliation, est-ce que c'est un pillage de guerre, comment ce serait restitué si ça doit être restitué. Voilà, on a à peu près la solution. Mais voilà, on élargit, et donc là, moi, il nous semblait, avec Elsa Vernier-Lopin, puisqu'on a travaillé avec Viviane, qu'il n'y avait pas trop de doutes, mais on devra encore passer par la commission. Dans ce cas, lançons la question de la cible. Allons-y. Donc, je pense que ce cas de la loi du 23 juillet 40, c'est intéressant pour poser cette question donc de la cible et de la politique de restitution actuellement en France. Alors déjà parce que c'est pas une loi qui cible exclusivement les personnes persécutées en tant que juifs. Et juste petite parenthèse de vocabulaire, mais on a attendu beaucoup bien juif dans la journée, ce qui est quelque chose à mettre entre guillemets, évidemment, parce qu'un bien ne peut pas être juif. Et aussi en lien avec les autres séquestres, des autres lois de séquestre du régime de Vichy, notamment par exemple les séquestres des personnes fichées comme communistes ou des loges maçonnes. Donc pour vous, monsieur, c'est une question à tous les deux, mais comment qualifier, comment peut être, comment naviguer dans ces questions de séquestre, alors même qu'aujourd'hui, auprès de la CIVS et avec la loi justement du 22 juillet 2023, la recevabilité d'un dossier suppose en tout cas le caractère antisémite de la spoliation, qui là en tout cas n'est pas inscrit dans la loi. C'est vrai que la compétence de la CIVS est limitée aux mesures qui sont prises en application de législation antisémite, et il est déjà arrivé à la CIVS de rejeter des demandes d'indemnisation parce que les mesures contestées n'avaient pas été prises en application de législation antisémite. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que la mission Matteoli, qui est la base de l'existence de la CIVS, dans l'un des rapports qui a été joint au rapport général de la mission Matteoli, il y a un rapport de Claire Andrieux, membre du collège délibérant de la CIVS, qui parle de la loi du 23 juillet 1940 et qui souligne effectivement que c'était un texte à portée que je qualifierais de général, qui n'était pas limité à une certaine catégorie de la population. Et d'ailleurs, la loi de juillet 40 ne fait pas partie des textes retenus par la mission Matteoli comme fondant spécifiquement des législations antisémites. Bon, donc la compétence de la CIVS va être forcément limitée par la nécessité de rechercher si les mesures
en cause ont été prises dans le cadre de la législation antisémite. Alors que l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation, elle a une portée plus générale. Il suffit d'ailleurs de lire le texte qui n'évoque pas les législations antisémites et qui parle de propriétaires déportés ou prisonniers. Alors déportés, on voit à peu près, et prisonniers, ça peut être effectivement n'importe qui. Donc l'ordonnance de 1945 peut être utilisée, alors pas devant la CIVS pour des personnes qui n'ont aucun lien avec les législations, pour lesquelles les mesures prises n'ont aucun lien avec les législation antisémite, mais l'ordonnance de 1945 peut être invoquée par toute personne pour obtenir la restitution via le système de la nullité qui est prévu par l'ordonnance, la restitution des biens spoliés. Oui, et c'est vrai qu'on a plusieurs dispositifs. On a rajouté un dispositif avec la loi de 2023 qui vise spécifiquement les spoliations intervenues dans le contexte des persécutions antisémites. Et ça a été voulu et assumé comme tel par le gouvernement, par le ministère de la Culture qui a écrit le projet de loi, et puis par le Parlement qui l'a voté à l'unanimité, en considérant que cette réparation aussi, et que cette restitution et surtout cette sortie du domaine public est justifiée par le fait que ces spoliations accompagnaient le projet de destruction des Juifs, le projet génocidaire nazi, et donc à une certaine imprescriptibilité également. Et donc on a une commission qui est, on vient de dire, donc compétente pour les spoliations antisémites, et on a, comme vient de le dire aussi M. Le Cabaret, ce texte de 45 qui est beaucoup plus vaste, ce qui nous permet aussi de traiter des dossiers d'autres, de pillage, de vol, et ça serait intéressant si on trouvait des objets mis sous séquestre dans le cadre de la déchéance de nationalité de personnes non juives qui auraient été, y en a-t-il eu, achetés par les musées. Peut-être pas beaucoup, parce que les autres déchus n'étaient peut-être pas des grands collectionneurs. Ils sont déchus en tant que politiques, on l'a dit, qu'opposants, que journalistes, mais certains avaient peut-être des choses. Donc là, il y a une recherche aussi à mener. Y a-t-il eu des objets achetés? Ont-ils été restitués? Normalement, oui. Et en tout cas, et ça on y reviendra peut-être, il y a toute la question des objets vendus et pas préemptés. Et donc, comment ferait-on pour restituer des biens entrés dans les collections publiques qui auraient été saisis, mis sous séquestre alors qu'ils appartenaient à des gens non juifs? On ne passerait pas devant la CIVS. Mais en même temps, on a cité le texte, tu citais le texte ce matin, il y a une ordonnance de 1944 qui met fin à l'ensemble, heureusement, de ces qui annule les séquestres. Et on pourrait même se demander finalement, est-ce qu'on a besoin de la loi de 2023 et donc est-ce qu'on a besoin d'aller devant la commission? Oui, on a besoin d'aller devant la commission et aussi pour vérifier les ayants droit, parce que c'est absolument nécessaire. Et Daniel Thierry n'est pas là, mais voilà, il faut qu'on vérifie s'il est bien ayant droit, et lui et ses frères et cousins et sœurs. Mais normalement, ces objets si ces objets sont encore là, c'est par erreur au moins, et donc ils auraient dû être restitués. Et peut-être qu'on pourrait appliquer aussi directement le texte de 1944 pour n'importe quel bien placé sous séquestre et acheté ensuite, en disant on annule et donc ça doit sortir. Peut-être qu'on n'aurait pas le verrou de l'inaliénabilité, on n'a peut-être pas besoin de la loi de 2023. C'est aussi une question un peu théorique pour le moment. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a des niveaux un peu différents. Souvent, ce n'est pas toujours bien compris. Nos périmètres ne sont pas complètement les mêmes entre la commission et la mission. Et en même temps, des objets qui ont simplement été volés pendant la guerre, comme il y en a beaucoup qui sont en pillage de guerre, qui rentrent dans les collections publiques plus tard. La loi de 2023 ne s'applique pas. Mais peut-être que l'ordonnance de 1945 s'applique et peut permettre à des familles d'aller devant le juge. Mais nous, on ne peut pas prendre l'initiative de restituer, je ne parle pas de biens préemptés, mais mis sous séquestre, mais un objet qui serait rentré comme le carnet de Versailles. On n'a pas les moyens juridiques, semble-t-il, pour le restituer de nous-mêmes. Il faudrait qu'on soit assigné sur la base de l'ordonnance de 1945. Pardon, je suis peut-être pas très clair, hein, m'écoutez moi-même, mais... Oui, alors c'est un point quand même assez intéressant au plan juridique, parce que on pourrait se dire, alors pour la déchéance de nationalité, pendant 1 an, il y a eu 2 régimes contradictoires, puisqu'en 1943, le commandement militaire qui se trouvait à Alger a annulé les mesures prises en application de la loi de juillet 1940. Alors, cette loi était applicable sur le territoire métropolitain,
mais il y avait aussi le journal officiel d'Alger qui prévoyait la nullité de plein droit. Alors, ce n'était pas très clair, mais bon. Pendant un an, il y a eu cette coexistence. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1944, là, on a repris exactement dans les mêmes termes, d'ailleurs, ce qui avait été décidé à Alger en 1943. On annule les déchéances de nationalité et le texte précise les personnes sont réintégrées avec toute conséquence de droit. Alors, moi, je me suis dit à un moment, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer devant une commission, devant un juge pour récupérer, sauf pour récupérer les biens qui ont été spoliés. Sauf qu'il y a quand même un problème, c'est qu'il y a eu soit vente, soit acte de préemption. Donc, il faut faire tomber les ventes et les actes de préemption. Donc j'ai l'impression qu'on ne pourrait pas... Ce serait beaucoup plus commode si on pouvait dire c'est réintégré. Dès lors que les personnes sont réintégrées, on restitue immédiatement de plein droit sans procédure. Ce serait tellement plus simple pour tout le monde. Mais ce qui me pose problème, c'est quand même le fait qu'il y ait une vente qu'il faut faire tomber ou un acte de préemption. Donc là, il y a peut-être quand même la nécessité d'aller devant une autorité, mais pas devant la CIVS si ça n'a pas de lien avec les législations antisémites, ça c'est sûr. Ok. Sachant que là, enfin en tout cas ce dont vous parlez, où il y a d'autres possibilités en tout cas d'action, c'est uniquement pour des restitutions, alors que pour des indemnisations, il n'y a que la CIVS qui peut... Je ne suis pas sûr. Si on ne peut pas, si on ne peut pas restituer, on peut demander une compensation financière, une obligation qui ne peut pas être exécutée. Alors on dit ça en droit, je suis désolé, se résout en dommages-intérêts. Et à mon avis, rien n'empêcherait quelqu'un victime d'une spoliation, ne pouvant pas obtenir la restitution pour une raison quelconque, de demander une indemnisation à un tribunal. C'est une opinion. Il y a d'autres juristes. À tester. Si des avocats nous écoutent dans la salle ou sur les internets, voilà, petit nouvel outil. Mais donc en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous venez d'expliquer, c'est aussi la nécessité de dépasser uniquement la recherche de provenance du bien et sa traçabilité, mais aussi de travailler sur un contexte historique, un travail d'histoire du droit, dans quel contexte est fait le droit et dans quel contexte aussi... pour un peu faire des recherches sur la façon dont sont faits, dans ce cas ici, les séquestres, mais en tout cas l'appropriation, dans quel cadre elle a lieu, dans quel contexte, et contre qui et pourquoi. Et donc, finalement, ce dossier, en tout cas des 22 porcelaines, mais plus généralement, ce que vous expliquez, va dans le sens de la nécessité d'un travail plus large et commun sur au-delà de l'unique provenance de l'œuvre. C'est pour vous deux. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en faisant de la recherche, soit la demande de famille qui s'intéresse à une œuvre précise ou qui demande une restitution précise, et c'est finalement assez rare, des demandes de restitution précises sont assez rares, soit de façon proactive en partant d'un objet, d'une œuvre, d'un livre, pour essayer de trouver son propriétaire et le restituer. On travaille là-dessus, mais on a besoin de connaître évidemment tout le contexte qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, on travaille avec des chercheurs, qu'à la commission, il y a des juristes, des magistrats, il y a dans les membres de la commission, il y a des personnalités qualifiées, comme on dit, mais qualifiées parce qu'elles sont historiennes de l'art, professeurs de droit, des juristes, et qui contribuent aussi à cette recherche-là. Et toutes les imbrications qui sont à multiplier, justement, entre la recherche dans les musées, dans l'histoire des musées, la recherche de provenance, ce que fait le service des musées de France aussi en développant la connaissance de la provenance, et c'est évidemment majeur parce que sinon on ne comprend pas très bien. Et pour aller devant la commission, il faut que nous
dans les cas où on va devant la commission, qui sont quand même la majorité des cas, il faut que l'on apporte les faits et qu'on soit en mesure de les comprendre. Et donc la commission est en mesure de les comprendre, bien sûr, et de les étudier, mais nous essayons d'apporter tous les éléments d'explication autant qu'on les comprend. Et ensuite, la commission va qualifier les faits, spoliation, pas spoliation, peut-être spoliation, et donc réparation, indemnisation ou restitution. Donc évidemment, c'est majeur. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est permis, nous, enfin notre mission de recherche et de restitution, il y a restitution, il y a recherche sur les œuvres, mais il y a recherche et connaissance de ces faits-là. On s'est permis, enfin, on n'avait pas à se permettre, mais en tout cas, on a considéré qu'il était dans nos missions, dans nos activités, que de contribuer à cette recherche plus fondamentale, plus académique aussi. Et donc, c'est ce qu'on multiplie. On le voit, exemple qui n'a rien à voir. On a restitué, le ministère de la Culture, l'État a restitué un livre de Marc Bloch, qui était à la bibliothèque de l'INHA il y a quelques mois. Les bibliothèques allemandes ont restitué il y a 15 jours d'autres livres, des livres qui ont été spoliés dans l'appartement de Marc Bloch. Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé, on a eu un certain nombre d'échanges avec des historiens, dont l'une d'entre elles est membre de la CIVS, Sarah Gainsburger, mais qui, avec Éric Le Bourris et Isabelle Bacouche, ont travaillé sur la spoliation des locataires juifs et sur la question des appartements. Et ils ont travaillé aussi sur le cas Marc Bloch pour essayer de bien comprendre comment un appartement est réquisitionné, puis ensuite vidé. C'est la suite de travaux que tu as menés aussi sur le pillage des appartements. Et donc voilà, ça se nourrit évidemment énormément, et on a besoin de cette recherche pour bien comprendre le trajet des œuvres et les circonstances dans lesquelles elles ont changé de main. Oui, compte tenu de la nature particulière de la compétence de la commission, on ne peut pas se contenter d'appréciations juridiques. C'est l'un des grands intérêts du travail de la commission, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Le collège délibérant dont vous avez parlé est composé bon, il y a quelques juristes, mais il y a aussi des historiens, il y a des sociologues, il y a des spécialistes du domaine de l'art, etc. Et c'est ça qui est absolument indispensable pour bien comprendre la portée de ce que nous pouvons faire dans le cadre des recommandations. On ne prend pas de décision, mais enfin, on fait des recommandations qui sont assez généralement suivies des faits. C'est par la pluridisciplinarité qu'on peut arriver à la meilleure solution possible, après des travaux de recherche approfondis qui sont faits soit par vous et également par les services de la commission, avec des rapports présentés aux membres du collège délibérant qui rendent compte de l'ensemble des travaux de recherche qui ont été effectués au cours de l'instruction. C'est ça qui permet de prendre la moins mauvaise des recommandations possibles. La meilleure, pardon, Présidente, la meilleure recommandation possible. Et donc, du coup, David, quelle a été la position de la M2RS en découvrant le cas, parce que pour Daniel Thierry, ça a été une surprise, en découvrant le cas des 22 porcelaines découvertes par Viviane quand elle a déposé le dossier sur le bureau de la M2RS. Non, j'ai toujours des scrupules à dire qu'on est content, que nous sommes contents lorsqu'on découvre des œuvres spoliées dans les collections publiques, parce que ça veut dire qu'on va régler un peu tardivement, mais un problème et le mettre au jour et aller vers la restitution, si la commission en est d'accord. Évidemment, ça n'est pas une très bonne chose en soi que de découvrir des problèmes dans les collections. Donc voilà, je le dis souvent comme ça, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais en tout cas, c'était évidemment un cas nouveau, unique, et en tout cas, également la traduction de cette émulation, de cette recherche qui se met en place depuis un certain nombre d'années, du travail au-delà des MNR sur lesquels il faut toujours beaucoup travailler, mais sur les collections, on l'a dit, je l'ai dit ce matin, c'est le rapprochement aussi, et le comité scientifique d'aujourd'hui le montre, de collègues de Versailles, Claire Bonnotte, Kellil et de Sèvres, Viviane Mesqui, qui travaillent, qui
qui découvrent qu'il y a des points communs, qu'il y a des questions à se poser et qui font avancer les choses. Et c'est le fruit aussi de ce travail qui est aussi beaucoup, je le disais, poussé par le ministère, par le service des musées de France en particulier, autour de la provenance et des recherches proactives. Donc déjà, c'est très bien. Et tant mieux, puisqu'on trouve un problème qu'on va pouvoir résoudre. Et ensuite, oui, je le disais, comme ça, quand on comprend à peu près ce qui se passe, on en parle, ça fait assez peu de doutes sur l'issue des choses. Donc je suis un peu gêné aussi, puisque nous ne décidons pas. La commission, d'ailleurs, ne décide pas non plus, elle fait des recommandations. Et ensuite, c'est le propriétaire public qui va décider sur l'avis de la commission, qu'il suit toujours. Et donc, en tout cas, on a fait, finalement, comme on le fait dans d'autres cas. Alors là, c'est le musée qui, tout seul, a proposé la restitution, a ouvert un dossier à la commission, mais dans un certain nombre de cas, depuis quelques années, nous ouvrons des dossiers conjointement avec un musée ou avec une bibliothèque. Et donc oui, on prend déjà une position en espérant que la commission sera d'accord avec notre analyse. Si on ouvre le dossier, c'est qu'on est on est assez sûr de nous, mais on pourrait se tromper. On a quelques rares cas de divergence, pas sur des propositions de restitution récentes, mais voilà, mais c'est plus à titre personnel qu'on pourrait avoir des avis sur tel ou tel sujet, mais c'est évidemment très très rare. Donc là, on ouvre ensemble. Là, c'est le musée qui l'a fait, mais on soutient le musée en quelque sorte, mais on a ouvert des dossiers de restitution de MNR, sur une œuvre d'une collection publique du Louvre par ailleurs, du département des objets d'art aussi, grâce à une chercheuse extérieure qui a alerté Marie-Cécile Bardos qui est ici, et le département, et puis on fait des propositions de restitution de livres de plus en plus de nombreuses bibliothèques. Donc voilà, on a réagi comme ça, on a été d'accord avec l'analyse, on a cherché on n'a vraiment pas fait grand-chose, pour être honnête, et on a transmis, et on a ensuite transmis une note, et je dois dire qu'on l'a transmise hier, symboliquement, avant la journée d'études, à la commission, pour dire qu'on était d'accord et qu'on n'avait pas grand-chose à ajouter. Voilà. Et ensuite, la commission tranchera sans aucune pression, je suis désolé, avec tout ce monde qui vous regarde, mais voilà, ce n'était pas un piège, mais voilà, c'est un cas très, très particulier, mais en même temps, on n'est pas dans une loi, on l'a dit, on n'est pas dans une loi antisémite. Mais, voilà, et je redis un mot, peut-être que vous pourrez compléter, on a un cas déjà, le cas Jonas, où la commission s'est déjà un peu prononcée sur une spoliation, à considérer spoliation le séquestre de biens d'un homme déchu de la nationalité française qui était juif. Oui, la recommandation a été prise après quand même la vente des biens, ou en tout cas le pillage dans le précédent Jonas. Ce que je voulais dire également, c'est que le travail pour la commission n'est pas désincarné. Nous recevons les familles lors de la séance du collège délibérant. La famille a déjà des contacts avec les services qui font l'enquête et avec le rapporteur, mais nous recevons lors de la séance de délibération les familles. Et c'est un moment très fort, avec des familles qui... Alors, c'est peut-être pas le cas qui nous occupe aujourd'hui, mais des familles qui ont souvent été décimées, des familles qui ont été traumatisées, et les quelques descendants présents qui ignorent tout des histoires familiales. C'est une constante dans tous les dossiers. Les survivants ont très rarement parlé de ce qui s'était passé aux descendants. Et ce sont souvent des descendants qui essayent de reconstituer les histoires. Et bien qu'on soit maintenant à la 3e ou 4e génération, on a souvent des personnes qui viennent devant nous et qui sont profondément traumatisées et qui l'expriment au cours des séances. Et je pense que pour la commission, c'est un moment très important. Encore une question, et je ne sais pas, quand est-ce qu'on doit... On a le temps ? Ok. Donc continuons. Et justement, sur cette question peut-être plus mémorielle au-delà de la recherche,
que vous expliquez très bien en disant que la CIVS reçoit, enfin le collège reçoit les ayants droit, les familles, et que c'est un moment très important. Et d'ailleurs, enfin, c'est une des premières choses dans les recommandations de la CIVS, de reconnaître la famille, enfin, comme victime de spoliation antisémite. Et donc j'en viens un peu aussi au niveau mémoriel à tout ce débat qu'on a eu sur l'intentionnalité des acteurs et cet après-midi. Et finalement, la question de savoir si dans un peu les décisions, enfin en tout cas dans vos travaux au sein de la M2RS et de la CIVS, si c'est uniquement la question des faits et des effets qui vous intéressent, ou si il peut être pris en compte, la question de l'intentionnalité des acteurs, soit des spoliateurs par exemple, ou des musées, là dans le cas qui nous occupe. Et finalement, sur cette question des porcelaines et du séquestre, plus particulièrement, si en termes de politique mémorielle, ça pose aussi la question de l'histoire pas des collections cette fois-ci, mais de l'institution du musée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 questions en une. Je commence sur la question de l'intention, mais je pense qu'il faut que la commission complète, mais sur la question de l'intention par rapport aux faits et à l'effet, la question de l'intentionnalité, je trouvais quand même passionnante, soit complètement vaine, soit passionnante quand même, et je pense qu'il faut qu'on y revienne un peu. Mais sur la question des faits, savoir si finalement un bien qui est aujourd'hui retrouvé au musée, qui a été acheté dans le cadre qu'on a vu aujourd'hui, après avoir été mis sous séquestre, ou dans le cadre de la loi de déchéance de nationalité, qu'il a été acheté par le musée et par la direction des musées nationaux parce que ces gens voulaient compléter leur collection et ne faisaient plus aucun cas de leur propriétaire et pensaient que la question ne se posait plus, ou qu'il les ait achetés pour les protéger et pour les remettre plus tard, et puis que pour X raisons, ces objets n'aient jamais été remis. Finalement, je pense que ça ne change pas grand-chose. Les biens, aujourd'hui, sont toujours là, ils n'ont pas été restitués, et donc, on propose qu'ils soient restitués, quelle que soit l'intention des acteurs, et ils sont différents, et leurs intentions ont pu changer au cours du temps. Je ne sais pas. Je redirai bien quelque chose sur l'intentionnalité après, mais peut-être sur ce point, je ne sais pas si M. Lacamarade voulait... Oui, la commission, ce qui va compter pour nous, c'est l'intentionnalité des auteurs de la spoliation, pas de ceux qui ont acheté ou préempté les œuvres. On va rechercher si la spoliation a eu lieu en application des lois antisémites. C'est ça qu'on va rechercher. Après, le fait que le musée ait eu l'intention, enfin celui qui a acheté pour le musée ou préempté pour le musée a eu l'intention de protéger l'œuvre, il y a beaucoup de reconstructions a posteriori, hein, des intentions qui sont faites. C'est quelque chose on en a parlé tout au long de la journée, mais il faut se méfier des reconstitutions a posteriori des histoires. Il est très difficile de se remettre à la place de ceux qui ont eu à prendre les décisions il y a 80 ans. Voilà, donc pour moi, je chercherai uniquement le point de savoir si la spoliation a été faite en application des législations antisémites. Oui, et donc là, on a cette difficulté, mais qui a déjà été tranchée dans le cas d'Édouard Jonas et qu'on considère, nous, pouvoir être tranchée sur le cas Henri de Rothschild. Est-ce que les Rothschild sont partis parce qu'ils craignaient des persécutions par les Allemands qui arrivaient en France? Ils ne pouvaient pas tout prévoir, évidemment. Ils ne pouvaient peut-être pas prévoir le régime de Vichy, mais ils sont partis comme juifs et comme victimes de la propagande, comme cible de la propagande nazie,
c'est quand même l'analyse un peu générale. Et donc, il y a une application antisémite d'une mesure qui n'est pas strictement antisémite. Voilà. Et quant à la question un peu de l'institution et de l'intentionnalité, voilà, c'est vrai qu'on tourne autour, on en a beaucoup parlé. Je le disais à l'instant, c'est peut-être un peu vain parce qu'on ne peut pas savoir, et puis ces personnes étaient toutes différentes. En même temps, en tout cas, je trouve personnellement, et puis avec quelques-uns qui travaillons sur ce sujet, on y revient quand même beaucoup. Et je n'ai rien incité ce matin, mais sur cette, je reviens à cette note de Huyghe qui prévoit, qui imagine qu'il ne faut pas tout acheter pour dissimuler, au cas où il faudrait restituer un jour. Enfin, je fais un peu une fixation sur cette note qui est un élément nouveau et qui est, me semble-t-il, enfin en tout cas on l'a pas lu avant, et qui est quand même très très parlante. Donc assez frappante. Je trouve que c'est aussi intéressant, et on l'a déjà rappelé, pardon de le refaire, mais cette discussion vient à la suite d'autres discussions, et Elisabeth l'a rappelé, je l'avais rappelé avant, voilà, il y a eu des rendez-vous réguliers, il y en a eu avant déjà, mais il y a eu ce séminaire en 2021, en 2023, avec des débats, des incompréhensions. On peut évoquer aussi la collection Schloss, qui est un cas différent, qui a été évoqué, je crois, en passant très rapidement, qui est un sujet qui était un peu plus connu, donc les Allemands et les Français qui se disputent une collection importante de la famille Schloss, de tableaux hollandais, qui font revenir et donc qui arrivent à Paris, et le Louvre, là aussi, appelle ça préemption, mais c'est un autre cadre, hein, c'est pas le séquestre de la déchéance de nationalité, achète, préempte 49 œuvres. Et très vite après la guerre, les souvenirs, le récit, c'est on a acheté pour restituer, bien sûr, et dans une explication encore assez récente que finalement le ministère des Affaires étrangères a retiré récemment. On disait encore cela il y a quelques années, et on ne le dit plus. Et quand on lit, et c'était sous les yeux de tout lecteur qui le souhaitait, le procès verbal du comité technique des musées le 6 octobre 1943, l'Assemblée, donc des conservateurs et des membres de ce comité, demande à Germain Bazin de transmettre à Huyghe, qui n'est pas là, leurs félicitations pour la manière dont cette affaire, qui procure en somme un si réel enrichissement, a été conduite. Donc là, les choses sont assez claires. Et voilà, je reviens aux différentes personnalités aussi que l'on voit. J'ai bien noté la petite note qui peut vouloir dire peu de choses, beaucoup de choses en peu de mots du directeur de Versailles, en dehors de toute opinion sur le fait lui-même. Donc peut-être que lui, en effet, un peu critique, on a envie de le lire comme cela. Et quand même aussi parce que ils ne sont pas tous pareils, mais on le dit de temps en temps, et ça n'est pas très agréable à lire, mais dans les gens qui ne sont pas là, il y a Karl Dreyfus, que je ne sais pas si Olivier est toujours là, mais Karl Dreyfus n'est pas là parce que précisément il n'a pas le droit d'être là, et s'il était là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de guerre, et donc il n'y aurait pas de séquestre, et donc tout irait bien. Et il n'y a pas non plus ce Germain Bazin dont on parle régulièrement, dont on le répète de temps en temps, mais on a une correspondance désormais qui est accessible aux archives nationales, et qui a été publiée en partie par Ophélie Jouan dans une notice du répertoire des acteurs du marché de l'art. Et donc, finalement, on l'a rarement fait en public, mais donc je me permets aussi de le citer. Il écrit à Huyghe, son ami et collègue, son chef et collègue et ami. Donc, il est deux citations, pardon. Pendant la drôle de guerre, il est mobilisé, lui, et il demande des nouvelles depuis l'armée où il est. Dites-moi un peu comment les youtres grouillent comme des cloportes à Paris. C'est première chose. Et deuxième chose, et c'est peut-être plus intéressant aussi, en juillet 40, le 17 juillet, donc là, les choses sont dites, les pleins pouvoirs ont été votés, et il se dit... donc il parle de Huysmans, leur ancien chef, Georges Huysmans, qui a été démis de ses fonctions, comme Julien Quint. Et ils se demandent, ils disent ils ont fui en Amérique. Donc c'est intéressant par rapport au Rothschild. Et on en arrive à ne plus savoir de quel ennemi il faut souhaiter la victoire, car celle de nos alliés de la veille, donc plutôt les Anglais et les Américains, s'il y avait une telle victoire, nous ramènerait triomphante et arrogante toute la youtrerie qui a fui. Et il ferait déclarer traîtres ceux qui sont restés à leur poste. Et c'est une semaine, 6 jours avant la loi d'échéance de nationalité, et il est complètement dans l'esprit du temps. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont fui,
le terme est clair, la outrerie qui a fui, et c'est ce qu'on reproche, ce que Vichy va reprocher, ou ce dont il va accuser les Rothschild. Donc voilà, c'est un conservateur parmi d'autres, ils ne sont pas tous comme ça. Il écrit à Huyghe en se disant aussi que Huyghe est en mesure de recevoir cette lettre sans s'émouvoir, sans doute. Ils sont différents. Il raconte une autre histoire après la guerre, évidemment, et tous ces gens se retrouvent là, non, pas Bazin, justement. Voilà, donc on a envie d'y revenir, on ne sait pas quoi en faire, comme fonctionnaire il y a une continuité de la fonction publique aussi, donc ces gens ont continué aussi, et ils ont fait des très bonnes choses. Huyghe est résistant, une carte de résistant, il a fait sans doute des choses aussi. Donc voilà, donc on est dans cette période très grise, on le sait. On ne peut pas conclure grand-chose. Enfin, on peut conclure 2-3 trucs quand même sur certaines personnes, je pense, mais pas sur les intentions exactes de l'acquisition au moment et de la façon de compléter les collections. Tout a été restitué, tant mieux. Presque. Reste à savoir bientôt. Voilà, donc, bon, pardon, j'étais un peu long, mais c'est aussi... ça reste une question intéressante sans réponse. Partielle. C'est d'autant plus intéressant... enfin, là, je fais un petit point de côté avant de poser ma dernière question. Par rapport, si on regarde à ce qui se passe après-guerre, et par rapport au choix justement des MNR, où les mêmes conservateurs vont être impliqués dans justement le choix des œuvres qui constitueront ce corpus des MNR, où justement cette question de les intégrer définitivement aux collections nationales est posée très clairement par Bazin et Huyghe, qui sont encore là et qui veulent que ce soit décidé le plus rapidement possible pour ne plus avoir à restituer les MNR. Donc il y a aussi des travaux, enfin ça confirme encore, enfin je pense, la nécessité de travaux qui vont des années 40 jusqu'aux années au moins 60 et plus coupés en 1945. Et ma dernière question, avant de peut-être passer à quelques questions du public si on a le temps, c'est que là, donc, on a parlé de ce que la CIVS et la M2RS pouvaient faire dans le cas des œuvres qui ont été préemptées par les musées nationaux, celles dont on retrouve la trace potentiellement dans les musées, mais pour justement toutes ces œuvres qui sont vendues au profit du Secours national, quelle peut être l'action de vos institutions respectives enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de ces œuvres-là qui aujourd'hui, enfin de ces objets-là, parce que je ne sais pas si on... Enfin, si, mais non, de ces objets-là qui ont été vendus et qui aujourd'hui circulent potentiellement ou sont chez des gens ou dans des musées aussi, mais acquis plus tard ou lors de ces ventes. La question, si je comprends bien, c'est peut-on réparer aussi, si on considère qu'il y a spoliation, peut-on réparer la spoliation pour les biens qui ont disparu, qui ont été vendus, qui n'ont pas été préemptés, donc pas été restitués, et donc ils peuvent être sans doute, nous semble-t-il, être traités comme le reste des biens dans les autres dossiers de spoliation, de pillage, d'aryanisation, c'est-à-dire qu'on va les chercher, on va essayer de comprendre ce qu'avaient les gens, ce qu'ils ont perdu, ce qu'on leur a pris, et ce qu'il reste à retrouver. Et donc des biens placés sous séquestre à la suite de la déchéance de nationalité de personnes juives ou visées comme juives, qui sont vendus au profit du Secours national, qui disparaissent, peuvent faire l'objet, me semble-t-il, d'une indemnisation par l'État, sur demande des familles, pourraient faire l'objet d'indemnisation avec les questions habituelles d'évaluation des œuvres, etc. Puisqu'on se retrouve dans le cas un peu classique, si on peut dire, d'une spoliation. On
on s'était posé la question pour Jonas, et ça pose quand même la question aussi de la compensation financière, d'éventuels remboursements qu'il y a pu y avoir après la guerre. Il n'y avait pas eu d'indemnisation dans mon souvenir, parce qu'on considérait qu'il avait été compensé. Donc il n'y avait pas d'indemnisation, mais il y a quand même des mécanismes sans doute à rechercher. Il me semble que voilà, ça serait le cas, et peut-être qu'on aura des demandes de familles de victimes de ce type précis de spoliation, si spoliation est confirmée, pour être indemnisées de biens disparus. Oui, alors ce sera une indemnisation. On ne pourra pas prescrire la restitution. Pour obtenir la restitution, à supposer que quelqu'un veuille obtenir la restitution, à mon avis, il faut passer par l'ordonnance d'avril 1945 et demander à un juge de prononcer la nullité de la vente qui a eu lieu. Mais la CIVS ne serait évidemment pas compétente pour ordonner la restitution. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a le temps pour 2-3 questions. Eh bien, ou pour des réflexions. On a 5 minutes, effectivement, pour avant des de questions. finir cette journée et de vous remercier. Après les questions, non ? D'abord, je n'ai pas fait une étude fine du séquestre comme l'a fait mon collègue Alain Cabarat, que je remercie beaucoup d'avoir fait toute cette recherche. Mais moi, je vais dire 2 petites choses sur le droit. C'est le seul point d'ailleurs où je n'étais pas d'accord avec lui, parce que sa première phrase, ça a été que le droit c'est ennuyeux, mais ce n'est pas vrai du tout. Alors, c'est un magistrat de la Cour de cassation qui l'a dit. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que, aussi bien pour les tribunaux que pour la CIVS, le droit, ça s'interprète. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant. Le droit, c'est une matière vivante. Et donc, dans le dossier Jonas, on s'est peut-être posé la question de savoir si le séquestre était une spoliation, mais je pense que ça a paru tout à fait évident au collège, dans le contexte dont nous ont fait part nos amis historiens, dont la présence est précieuse. Ça devenait évident que c'était une partie d'un processus d'ensemble, comme tu l'as dit Alain, qui conduisait à une véritable spoliation. Alors on se posera peut-être d'autres questions dans le cas de la famille Rothschild où il y a peut-être d'autres éléments. Évidemment, on est 14, donc on va délibérer, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. Si on est 7 et 7, la voix de la présidente est prépondérante, mais ça n'est jamais arrivé depuis que je suis là. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur le droit, c'est sûrement plus important. C'est qu'en ce moment, il y a un débat sur l'état de droit. Alors c'est vrai qu'un État sans droit, c'est un État totalement liberticide, mais là on voit avec cet exemple de l'occupation et du séquestre en particulier, comment l'utilisation du droit peut être perverse et comment toutes ces mesures, on a parlé de ce nombre de lois, enfin, qui étaient en fait des décrets, parce que c'était les pleins pouvoirs au gouvernement. On a vu toute cette inflation de dispositions législatives qui ont été prises pendant la période de l'occupation, parce que le droit était considéré comme un instrument d'oppression, et cette apparence de l'égalité, elle était faite pour faire passer des mesures abominables. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant, pas seulement sur le fait qu'aujourd'hui le droit est quelquefois déconsidéré, mais sur l'utilisation qu'un pouvoir illégitime pourrait faire de la légalité. Je vais juste dire ça. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir une estimation du nombre d'objets qui ont été restitués en 2025 ? Des objets restitués en 2025, ça n'est jamais énorme et ça n'est jamais assez, vu le nombre. Je devrais savoir ça par cœur. Il y a eu les 2 premières applications. Non, enfin, en fait, il y a eu des décisions, mais la restitution effective a eu lieu en 2026. Mais en tout cas, il y a eu les premières applications de la loi du 22 juillet 2023, donc qui permet de sortir les œuvres des collections publiques, donc de déroger au principe d'inaliénabilité. Et la première application a été pour un livre des collections de la Bibliothèque nationale de France et
donc à la fille d'un historien de l'art allemand juif qui avait fui en France, August Limann-Mayer. La commission a recommandé également la restitution d'un livre de Marc Bloch qui a été restitué en février 2026. Il y a eu la restitution de 3 tableaux de Fedor Levenstein spoliés, pillés par les Allemands sur le port de Bordeaux, qui appartenaient au peintre, à l'artiste Levenstein, qui ont été restitués en septembre et qui sont prêtés d'ailleurs par la famille, le neveu, le petit-neveu, petit cousin Richard Bruck au musée d'art et d'histoire du judaïsme et que vous pouvez voir en ce moment. Et il y a eu la restitution de 4 objets judaïca liés au culte juif qui étaient déposés de très longue date au musée d'art juif de Paris puis au musée d'art et d'histoire du judaïsme, des objets qui venaient, ça a été compris récemment par le musée aussi grâce aux recherches du musée, qui venaient d'une communauté juive, de 2 communautés juives, de 2 synagogues de Bavière et qui ont été restitués à la synagogue de Würzburg en Bavière il y a juste un an, donc en juin 2025. Donc ça fait, si on compte en unités, ça fait 4 plus 3 plus 1 plus voilà, le bloc qui a été restitué cette année. On a un certain nombre de dossiers voilà, en cours d'instruction et on a ouvert un certain nombre de dossiers de livres. Alors les livres, c'est des centaines de livres. Il y a plus de livres spoliés, donc il y a plus de livres trouvés, et donc il y aura plus de livres restitués certainement. Les bibliothèques, voilà, donc, mais on a 25, 30 objets d'art et 200 livres dont on propose la restitution. Et on a quelques demandes de restitution sur des œuvres des collections publiques. Voilà. Et selon les années, c'est entre les bonnes années, on a eu 17 ou 20 objets. Voilà, ça dépend un petit peu des années, si je peux parler en bonne année comme pour les 20. Je voudrais savoir quels sont les... Alors je comprends que c'est au cas par cas, mais quels sont les quelques critères pour l'indemnisation? Et c'est à la valeur de l'époque, la valeur d'aujourd'hui, et est-ce qu'il y a un espèce de préjudice pour la privation finalement de l'œuvre pendant 80 années? La réparation, je ne dirais pas qu'elle sera symbolique, mais elle n'aurait pas... Il y a des choses irréparables. L'important pour la commission, c'est de montrer très clairement que nous reconnaissons qu'il y a eu spoliation. Et toutes les familles qui viennent devant la commission le disent systématiquement. Le plus important, c'est ça. C'est la reconnaissance de l'existence de la spoliation. Après, le reste va être relativement symbolique. D'autant plus qu'on ne répare pas pour les œuvres, on ne les répare pas à leur valeur actuelle. On se reporte. Quelle est la date? Je ne me souviens plus de la date à laquelle... Le plus près, oui, voilà, c'est ça le critère. On se reporte à la date la plus proche possible de la spoliation, mais en tout cas, on ne prend pas en compte la valeur actuelle des œuvres. Moi, je voulais juste ajouter un petit mot. David, tu as évoqué la figure de Georges Huysmans à travers justement les témoignages de... Voilà, quand même problématique de Germain Bazin. Je voulais simplement signaler qu'il y a 2 ans, on avait organisé une journée d'études avec Christine Acod dans le cadre du programme de recherche Châteaux et Musées en Europe à l'épreuve de la guerre. Vous pouvez écouter justement, c'est très intéressant parce qu'on a eu quand même Jacques Jaujard en filigrane toute la journée. Voilà, même si voilà, il est présent mais non présent, voilà, il est omniprésent on va dire. Exactement, et il est vrai que... On voit combien, alors de façon consciente ou inconsciente, Jacques Jaujard a participé à l'effacement de la mémoire de Georges Huysmans. On avait intitulé justement cette journée Georges Huysmans, une mémoire en devenir. Et je vous invite à écouter les différentes justement interventions. Et les actes devraient être publiés avant la fin de l'année sous format numérique sur le bulletin du centre de recherche. Elle est sur YouTube, c'est ça? Elle est sur YouTube, sur la chaîne YouTube du centre de recherche du Château de Versailles. Et je repasse la parole. Donc, je vous propose d'arrêter là. On s'arrête. Merci beaucoup, monsieur Alain Lacabarat et monsieur David Zivie pour cette dernière table ronde.
Voilà, avant de laisser le mot de conclusion, tu veux présenter ou j'y vais